Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Avant de commencer cet espace commentaire, on va faire un petit point sur le planning de la semaine prochaine. En effet, le planning de diffusion va un peu changer à cause de la CitizenCon. Dès jeudi, vous retrouverez la traduction de la conférence principale. Il y aura également à 18h un mini dossier de l'espace présenté par Maxime. Cependant, il n'y aura pas d'espace commentaire le dimanche car je serai toujours en déplacement. Voilà, maintenant qu'on a précisé le planning, on va pouvoir commencer avec la question de Touni. Si une fusée avec des RTG embarqués explose au lancement, la zone touchée est donc radioactive. Quelles procédures sont déployées dans une telle configuration catastrophique ? Salut Touni. La question est intéressante car les RTG dans l'espace, c'est loin d'être fini, bien au contraire. En 2013, les États-Unis ont repris la production de plutonium-238 à usage spatial pour la première fois depuis la fin des années 80. L'agence spatiale américaine dispose en effet d'un stock limité du précieux isotope, environ 35 kg. Une grande partie de ce stock serait déjà trop dégradé pour être intégré sur de nouvelles missions. Ce plutonium doit être utilisé dans le RTG de la mission Mars 2020 et probablement dans les missions à destination des systèmes joviens et saturniens. On est donc effectivement en droit de se demander ce qu'il se passera si le lancement du rover Mars 2020 se passe mal. Le plutonium-238 est un isotope assez particulier. Il se dégrade très vite et est donc beaucoup plus actif que le plutonium-239 qu'on retrouve dans les armes nucléaires. Il génère principalement une radioactivité alpha, ce qui le rend relativement peu dangereux en dehors du corps humain, mais extrêmement dangereux en cas d'ingestion. Le point clé de la sécurité lorsqu'on parle de plutonium-238 et de RTG est donc de s'assurer qu'il ne soit jamais vaporisé, afin qu'il ne puisse pas facilement être respiré ou avalé par des êtres vivants. Mais justement, une fusée qui explose, ça a tendance à vaporiser tout ce qui est à proximité. On en a malheureusement déjà fait l'expérience lors de plusieurs incidents impliquant des RTG. En 1964, un satellite américain a échoué à atteindre l'orbite, répandant dans son sillage des traces de plutonium au-dessus de Madagascar. Depuis cet incident, la NASA fait tout pour rendre ces RTG résistants à une rentrée atmosphérique. Le plutonium est stocké sous forme de céramique, ce qui le rend résistant à la chaleur et plus difficile à fractionner. Il est entouré par une couche d'iridium et des blocs de graphite, ainsi qu'une enveloppe agissant comme un bouclier de rentrée atmosphérique. L'objectif, c'est qu'en cas de catastrophe, le plutonium retombe en un seul bloc sans se disperser dans l'atmosphère et l'environnement. A priori, ça marche plutôt bien. Suite à la défaillance d'Apollo 13, le module lunaire et son RTG ont fait une rentrée atmosphérique destructive. Les mesures suivant l'incident n'ont montré aucun signe de contamination au plutonium-238, signe que l'enveloppe de protection avait bien fonctionné. De nos jours, les chances que du plutonium se retrouve dans l'atmosphère, même après l'échec d'un lanceur, sont infimes. Si toutefois cela devait arriver, il faudrait surveiller la zone de dispersion du nuage. Les lanceurs partent généralement au-dessus de l'océan. Il faudrait donc sévèrement jouer de malchance pour qu'une zone habitée soit touchée. Si c'est le cas, il faudra alors probablement évacuer les populations, le temps de procéder à un nettoyage. Les deux enjeux ne suffiraient probablement pas à tuer quelqu'un rapidement, mais les risques de cancer des os et du foie pourraient augmenter. On espère donc que Mars 2020 ne nous posera pas ce genre de problème. On part maintenant du côté de l'atterrisseur mascotte avec la question de L400. Pourrais-tu nous parler de mascotte et de Ryugu ? Bonjour L400. Chaque semaine ou presque, la mission Hayabusa 2 et son cortège de robots continuent de nous impressionner. L'atterrisseur mascotte a été largué sur l'astéroïde Ryugu dans la nuit du 2 au 3 octobre. La descente s'est déroulée à merveille et Mascotte nous a même gratifié de quelques clichés du voyage. Ces derniers sont beaucoup plus nets que ceux des rovers Minerva. Le transit a duré 20 minutes en tout pour franchir 51 mètres de chute libre. Mascotte a par contre fait la connaissance de Ryugu à l'envers. L'atterrisseur est arrivé cul par-dessus tête. Impossible alors de prendre des mesures ou de communiquer avec Hayabusa. Pas de panique cependant, Mascotte a été conçu pour ce genre de situation. Il a pu se remettre à l'endroit grâce à un mécanisme de poids mobile. Ce dernier lui a aussi permis de se déplacer par petits bonds à la surface de l'astéroïde. Les 4 expériences embarquées du petit atterrisseur ont toutes fonctionné. En tout, les batteries embarquées par Mascotte lui ont permis de se balader et de collecter des données pendant 17 heures, soit plus longtemps que prévu par la mission à l'origine. L'atterrisseur a ensuite pu transmettre toutes les données collectées à Hayabusa. Il va donc maintenant falloir se pencher sur les mesures prises par la caméra, le microscope, le magnétomètre et le radiomètre embarqués. Combiné avec les infos des autres atterrisseurs et les mesures d'Hayabusa, Ryugu risque de devenir un des objets les mieux connus du système solaire.
La sonde a encore une longue mission devant elle avant de nous revenir avec ses échantillons. On espère donc que cette mission va continuer à se dérouler avec le même succès que jusqu'à présent. On va clôturer cette partie espace avec la question de Vintel. Une étude récemment publiée est très pessimiste sur les chances des astronautes rien que pour arriver sur Mars en vie. Les agences qui prévoient d'y envoyer des hommes ont-elles envisagé le volet physiologique plus sérieusement ou non? Bonjour Vintel. L'étude à laquelle tu fais référence est en effet pessimiste sur l'impact que pourraient avoir les radiations de l'espace profond sur les fonctions gastro-intestinales en particulier. Dans leurs expériences, les chercheurs ont simulé l'impact du rayonnement cosmique sur des êtres vivants. Et les résultats ne sont pas beaux à voir. L'estomac et le côlon semblent particulièrement sensibles avec des taux de cancer qui augmentent considérablement. Cela rejoint des études précédentes qui avaient montré que les radiations du milieu interplanétaire pouvaient altérer les tissus du cerveau et accélérer le processus de vieillissement. Pas génial quand on cherche à vendre un voyage vers Mars. Mais si on est capable de blinder une capsule contre certaines radiations, on ne sait pas encore comment lutter efficacement contre toutes. Les radiations d'ions lourds semblent poser problème en particulier. Elles sont difficiles à stopper à l'aide d'un blindage et posent de très sérieux risques pour les tissus gastro-intestinaux et l'ADN. Avant d'envisager un voyage vers Mars, il va donc falloir se pencher sérieusement sur ce type de radiation. La solution pourrait venir d'un matériau dédié ou d'un médicament qui mitige l'effet de ces radiations. Pour des périodes d'exposition très courtes, cela ne devrait pas poser trop de problèmes. On peut donc toujours se tourner vers la Lune, le temps de comprendre un peu mieux les risques encourus lors d'un long voyage. On passe au jeu Star Citizen et on commence avec la question de Nefentes. Avez-vous entendu parler de la possibilité d'incorporer la technologie RTX, Ray Tracing, dans Star Citizen? Bonjour Nefentes, vous êtes nombreux à vous demander si la technologie RTX sera intégrée à Star Citizen. Nous avons eu quelques informations à ce sujet lors de la Con 42 organisée en Allemagne. Les développeurs sont toujours ouverts à de nouvelles technologies à incorporer. Pour rappel, le Ray Tracing est une technique de calcul d'optique utilisée en animation et maintenant en jeux vidéo. Elle permet notamment d'avoir une bien meilleure réflexion de la lumière que les techniques actuelles. Pour le moment, Brian Chambers n'a pas encore vu l'énorme avantage que pourrait leur procurer le Ray Tracing. Mais cela ne veut pas dire que la technologie ne sera jamais intégrée. Comme pour beaucoup de choses avec Star Citizen, il faudra vous armer de patience. On va revenir sur l'OCS et l'optimisation grâce à la question de Xorm. En tant que joueur, ce que je souhaiterais c'est avant tout de l'optimisation. Qui plus est, l'OCS ne suffira peut-être pas à réduire les lags. Bonjour Xorm. Je pense que nous sommes beaucoup à vouloir de l'optimisation pour les prochaines mises à jour et il y en aura, notamment avec l'OCS. Mais comme tu l'as compris, cette optimisation ne sera pas complète. Il est important de comprendre qu'optimiser des technologies ou du contenu qui risquent encore de changer s'apparente à de la perte de temps. L'optimisation finale du jeu ne viendra qu'au moment de la bêta et à l'approche de la release finale. Cependant, l'OCS semble dans ses premières intégrations montrer de bons résultats, notamment au niveau de la RAM. On apprend également dans le rapport du mois que les équipes du moteur s'évertuent à optimiser les lumières pour le multithreading. Cela devrait beaucoup contribuer à supprimer les freezes. Lorsque CIG aura implémenté cette technologie, l'optimisation devrait avoir beaucoup avancé. Il restera bien sûr du travail, mais l'alpha devrait être plus agréable pour de nombreuses configs. On va se projeter dans quelques années avec la question de Lucifer. Sera-t-il possible d'avoir sa propre station-service dans Star Citizen? Bonjour Lucifer. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la construction d'avant-postes sur les lunes ou les planètes. Mais qu'en est-il des stations dans l'espace? La question a justement été posée à Dan Truffin il y a quelques mois. C'est une mécanique qu'ils aimeraient beaucoup implémenter dans le jeu, mais pour le moment, ils ne font qu'en discuter. Vous l'aurez compris, ce n'est pas demain que nous verrons de la construction dans l'espace. Cependant, il y a des signes encourageants dans ce sens. Lors de la récente convention allemande Con 42, Dan Truffin a réitéré la volonté du studio à proposer ce genre de gameplay. On sait que le studio a développé des outils permettant la création procédurale de stations. Un jour peut-être, on pourra les utiliser pour créer nos propres stations spatiales. Voilà, cet espace commentaire touche déjà à sa fin, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur Star Citizen et la conquête spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.